Bonjour amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui a le vent en poupe. J'ai nommé Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Béatrice. Alors, tu es Ludovic Russier et tu occupes un poste qui a justement, je le disais tout à l'heure, le vent en poupe, puisque tu es Group Learning and Development Director au sein d'un groupe qui s'appelle OP Mobility et que certains connaissent peut-être sous le nom également, l'ancien nom qui est Plastic Omnium. Donc, je vais peut-être juste resituer l'histoire et un petit peu l'activité d'OP Mobility. Donc, OP Mobility, c'est un équipementier automobile français. Vous êtes les leaders dans toutes les activités de création de réservoirs et de pare-chocs. Et je vais juste faire un peu de name dropping parce que vous avez quelques clients qui sont quand même très prestigieux et qui vont parler. Vous équipez des groupes comme Stellantis, Volkswagen, BMW, Renault, mais également Tesla. Et vous faites plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Voilà, je dis ça, c'est juste pour poser. Mais avant de parler un petit peu de justement ce que tu fais au sein d'OP Mobility, je voudrais un peu revenir à ton parcours. Tu as un parcours qui est très intéressant, mais vraiment commencer au tout début et savoir un peu qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit. Alors, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit ? J'ai commencé très tôt le théâtre. J'ai un papa ingénieur, une maman comédienne. Et à l'âge de 3 ans, je pense, j'ai commencé des cours de théâtre. Et depuis tout petit, voilà, je suis monté sur les planches et ça m'a plu très vite. Donc t'étais pas timide, parce qu'en général, le théâtre, moi, on m'a collé quelques cours, j'étais terrorisée d'être sur scène, je me cachais. Ouais. Non, t'avais ce sens du spectacle ? Oui, et en même temps, c'est un des fils rouges aussi dans mon métier, dans ma carrière, c'est que j'ai ces moments vraiment où j'aime monter sur les planches, j'aime être au contact des gens, et il y a aussi des moments où j'aime me ressourcer dans des endroits plus calmes. Donc voilà, il y avait pas cette timidité. Par contre, il y a une balance introverti, extraverti. Bon, mais voilà. Donc depuis tout petit, effectivement, du théâtre. Ouais. Bon, alors manifestement, tu n'as pas suivi dans cette voie, mais peut-être que tu continues encore aujourd'hui les cours de théâtre ou tu... Alors non, T'as mis de côté la carrière. Il y a un moment, il a fallu choisir, et en même temps, on y viendra peut-être, mais il y a des convergences. Il y a des convergences. Et donc tu disais, tu as un père ingénieur, une mère comédienne. Est-ce que ça t'a orienté un petit peu dans ton choix d'études ? Comment ça s'est passé ? Alors oui, jusqu'à mes 18 ans, j'avais un parcours scolaire classique, mais tous les soirs, il y avait des cours de théâtre, de chant, de danse, de comédie musicale, de théâtre classique, de boulevard. Enfin, voilà, donc j'avais une espèce de double vie. Super. Attends, à l'école ? Parce que c'est pas ça en France. Hein. Alors c'était après l'école. Ah oui, d'accord, ok. T'avais en plus des extras. C'est ça. Super sympa. Où tu pouvais te développer sur des domaines un peu artistiques. Et c'était tes parents qui t'ont poussé là-dedans ? Oui, alors je suis un peu tombé dedans dans la marmite quand j'étais petit. En fait, ma maman, qui était comédienne, qui est toujours, a monté cette école de théâtre quand ma sœur et moi, on était tout petits. Super. Ça s'appelait les 20s. On était 20 enfants de 3 à 5 ans. Et puis ça a commencé comme ça. Et c'était un peu un projet de famille. Donc on était toujours ensemble à faire des festivals, à préparer, à apprendre, à écrire. Et voilà, donc ça c'était le soir, le mercredi après-midi et le week-end. Et puis le reste du temps, c'était l'école. Voilà. Incroyable. Et quel a été ton rapport à l'école ? C'est un endroit où tu t'ennuyais ? Au contraire, t'apprenais beaucoup ? T'étais quel Alors, La vérité. La vérité, très bien. Bon, je pense que j'étais assez turbulent, assez provocateur. C'est vrai ? Ouais. Je sais pas si je m'ennuyais, mais j'étais plutôt au fond de la classe. À mettre l'ambiance. Avec quelques copains. C'était jamais méchant, mais on aimait bien rigoler, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ? Ou t'étais du style à te dire, ah tiens, je garde mes options un peu ouvertes et on verra ? Alors j'ai eu plusieurs... évidemment, il y avait cette question de comédien, et puis d'ailleurs, j'en ai fait un peu mon métier au début. Mais après, vraiment, tout petit, il y avait aussi deux métiers qui m'intéressaient beaucoup. C'était vétérinaire et c'était maître chien. Maître chien pour les chiens guides d'aveugles. Je sais pas pourquoi. C'était... Voilà. Et ce rapport à l'animal aussi pour... travailler ensemble pour aider quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui résonnait fort pour moi. Ouais. Et du coup, tu as commencé dans le théâtre ? Oui.
Parce que du coup, bon, 5-6 ans, c'était des petits festivals, et puis, mais au fur et à mesure, l'école de théâtre, on est passé de 20 à 100, à 150. Ah, Les donc c'était un directeurs de... carton. Ça marchait bien, ouais, ça marchait bien. Et du coup, les directeurs de casting, quand ils cherchaient des enfants, ils venaient là. Et puis, voilà, j'ai commencé à faire quelques pièces de théâtre, de la télé aussi, du doublage. Alors c'était incroyable. Le doublage de dessins animés, c'était vraiment quelque chose de top. Et je gagnais ma vie. Enfin, Donc tu as c'est-à-dire doublé des que dessins animés. j'ai Est-ce qu'il y a des doublé. dessins animés qu'on pourrait connaître ou Alors, le plus gros que j'ai doublé, c'est un dessin animé qui s'appelle Norman Normal, qui passait sur les Minicums à l'époque. Donc voilà, j'ai pas dit mon âge, mais ouais, Oui, on peut on situer. peut Oui, oui, situer. oui. Ouais. Ah, c'est Ouais. super. Ah bah disons, il y a des talents cachés, quoi. Comme quoi, dans le learning, on a vraiment des parcours qui peuvent être atypiques. Ouais. Et du coup, comment se passent tes débuts professionnels? Parce que tu commences pas tout de suite en France, tu fais un saut aux US, c'est ça? C'est ça. C'est ça. En fait, le premier grand choix que j'ai dû faire, ça a été après le bac. Parce qu'après le bac, j'ai dû choisir. J'avais deux passions, en fait, deux très très fortes passions, le théâtre et la moto. La La moto. mécanique. Ouais, voilà. Donc, la mécanique, la vitesse, les sensations. Et puis, bon, pas très original, avec une maman comédienne, un papa ingénieur. Bon, j'ai choisi un des deux chemins. Et donc, j'ai fait une école d'ingé en mécanique, avec l'objectif de faire une spécialisation dans les moteurs. Donc c'est ce que j'ai fait après. T'as une marque de moto fétiche, KTM ou je sais pas comment. Écoute, ouais, maintenant c'est alors Zero Motorcycle, qui est une marque de moto électrique, mais avant c'était effectivement beaucoup plutôt les japonaises sportives. Voilà. Sans que t'aies un garage, ok. Un petit, mais il y a beaucoup Ok. pour mon épouse, il y a beaucoup trop de choses dedans déjà. Ouais. Et du coup, tu vas commencer aux US Oui, dans une fabrique finalement de moteurs. c'est ça. Après mon école d'ingé, j'ai fait ce qu'on appelle une école de spécialisation, donc après école d'ingénieur, qui s'appelle IFP School maintenant. Et une des particularités de cette école, c'est qu'on ne peut la faire que en étant sponsorisé par une entreprise. Donc c'était l'apprentissage 1.0. Et donc l'entreprise, moi, qui a bien voulu me sponsoriser, c'est John Deere, donc les gros tracteurs Ah ouais. américains verts. Et ils avaient un bureau d'études à Orléans. Ils ont toujours d'ailleurs à Saran. Mais leur headquarter, leur headquarter et leur bureau d'études principal étaient dans l'Iowa, et ils m'ont envoyé là-bas. Incroyable. Donc là, tu pars pas à New York en Californie, tu pars quand même dans l'État. Pour situer, c'est au-dessus du Missouri, c'est Ouais, ça? C'est bien au-dessus du Missouri. c'est à l'ouest de À Chicago. l'ouest de Chicago, ça c'est. Enfin, ça fait des gestes. L'ouest de Chicago, oui, c'est ouais, c'est ça. Ok. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que partir comme ça à 20 ans dans l'Iowa, qui est vraiment l'État du Midwest? C'est le Ça se passe Midwest. comment? C'est une expérience culturelle, Ah ouais, j'imagine. vraiment. J'étais un grand fan des Simpsons quand j'étais petit, moi toujours d'ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que dans l'Iowa, c'est pas une parodie, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, et, euh, et ça a été vraiment un moment. Alors, d'un point de vue boulot, c'était incroyable parce que c'était les gros moteurs de tracteurs. Donc, bon, j'ai appris plein de choses techniquement, mais et humainement, effectivement, voir ce que c'est le Midwest, rencontrer les gens, voir comment ils vivent. Bien sûr. Et ça a été un choc culturel beaucoup plus grand que ce C'est que un état j'imaginais. de fermier, d'agriculteur, assez religieux Oui, également. Oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de Mormons aussi, non? Je confonds. il y a pas mal Une de grande Mormons. communauté de Mormons, Ouais, effectivement. ouais. Donc, expérience super intéressante. Et tu te dis, est-ce que ça fait que confirmer ton intuition, que tu es dans le bon monde, à savoir les ingénieurs, ou ça questionne certains. Alors, j'ai adoré ce monde d'ingénieurs, et j'adore toujours ce monde d'ingénieurs, ce monde très technique où on résout des problèmes, on craque des problèmes avec avec des sciences, avec des maths, Et quand je suis revenu, voilà, premier signe un peu marrant de la vie, quand je suis revenu à Saran, le directeur du bureau d'études de Saran m'a dit, tiens, quand tu reviens, il y a un nouvel outil qui est déjà là-bas aux États-Unis depuis 6 mois, et je voudrais que tu formes nos ingénieurs à Saran à ce nouvel outil. Et c'est là que j'ai complètement par hasard touché le monde de la formation, et j'ai adoré ça. Super. Et c'est là où tu commences ensuite chez IFP Training, ou
Tu Voilà, t'es dit, donc ok, je reste un peu chez John Deere ouais, en développement et puis en formation, et ça me plaît tellement que je me dis, attends, en il y a une fait, rencontre, quoi. il y a une rencontre. Et donc c'est là que je vais chez IFP Training, effectivement, où mon job, c'est de créer des formations pour des ingénieurs en poste, pour les faire monter en compétences sur des sujets très techniques. Tu vois, ça pouvait être des formations de 3 jours sur comment tu dimensionnes un turbocompresseur, Mmh. comment tu mets la combustion diesel, enfin bon, Oui, des sujets légers, quoi. des sujets légers, ouais. Non, mais c'est là où ton cursus d'ingénieur, en fait, il est aussi ultra pertinent. C'est que tu as aussi une super expertise, une très bonne connaissance. Donc, c'est très rare d'avoir la double compétence et ingénieur et formation. Alors c'est vrai, et il y a il y a deux éléments qui m'ont beaucoup aidé. Le premier, et c'est là où c'est drôle les convergences, parce que je pense que ce qui m'a aussi aidé, parce que j'étais un bébé, enfin j'avais 25 ans et je donnais des formations à des ingénieurs qui avaient peut-être 35, 40, enfin, et, et mon approche, théâtre, etc., je pense que ça m'a beaucoup aidé pour donner de l'énergie, faire en sorte que les personnes aient envie d'être là, d'écouter, de participer. Et aussi, et ça c'est aussi un fil rouge, c'est la rencontre d'un manager qui a été, j'allais dire assez fou, mais presque pour me faire confiance, parce que à la base c'était un poste pour un senior. Et cette personne est Jean-Pierre Pouille, qui était un ancien directeur de chez Renault. Euh, on a parlé, et il m'a dit, ok, c'est J'ai toi, confiance en j'ai toi, vas-y, confiance en go. toi. Oui, il y a des gens qui te donnent ta chance et qui Incroyable. te donnent des ailes aussi derrière, quoi. Ouais. Et là, tu vas passer du coup plusieurs années et ensuite tu vas basculer côté client puisque c'est là où tu intègres Renault. Comment ça se fait? C'est encore une histoire de personne? Il y a eu une rencontre ou? Ouais. Il y a eu une rencontre, il y a eu un projet. Après plusieurs années chez IFP Training, j'ai beaucoup travaillé avec Renault et à l'époque Peugeot, un peu partout dans le monde. Et, et Renault avait une culture d'entreprise que j'appréciais. Bon, j'avais aussi pas mal d'amis qui travaillaient là-bas. Et il y a ce poste-là qui s'est ouvert, euh, donc dans le learning, mais pour former tout le réseau Renault à chaque fois qu'il y a un nouveau véhicule qui sort. Alors moi, je savais pas du tout. À chaque fois qu'il y a une nouvelle voiture qui sort, il y a tout un tas de critères à valider. Et s'ils sont pas checkés, le start of sale, la voiture n'est pas N'est pas vendu, commercialisée. quoi. C'est des critères de sécurité, de consommation, de. Homologation, sécurité, consommation, industrielle, Ouais. financier, ça m'a vraiment étonné, learning. Parce que une fois que la voiture elle est sortie, il faut que les vendeurs ils sachent la vendre, il faut que Bien les sûr, mécaniciens ils sachent la réparer dès le premier jour, bien il faut sûr. que les experts techniques, enfin, il y a des centaines de personnes à former, et si elles ne le sont pas, ça décale le start of sale. Oh, Donc autant donc vous là, dire la que pression, elle est stratégique, quoi. ça ne Là, peut là, pas là, arriver. t'as pas intérêt à louper ta formation, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Et donc bah voilà, ça a été différents projets. À chaque fois qu'il y a une nouvelle voiture ou un nouveau moteur, et c'était avec des équipes. En fait, ce qui était chouette, c'est que fallait d'abord rencontrer les ingénieurs qui avaient conçu la voiture, alors en Inde, en Roumanie, en France, au technocentre, en fonction des véhicules ou des moteurs, et transformer cette information brute en quelque chose qui marche bien pour les vendeurs, mais c'est pas la même chose pour les mécaniciens, et c'est pas la Bien même sûr. chose pour les experts techniques qui vont assurer la garantie, etc., etc. Et donc à chaque fois, il y avait ce premier contact euh, avec les ingénieurs, avec une équipe qui crée les formations, puis Oui. ensuite c'était un déploiement. Ouais, ouais, stratégique, où tout le monde doit suivre ses formations. C'était mandatory, c'était obligatoire. Ah oui, oui. C'était, voilà, ok. Ouais. Et du coup, en fait, tu vas alterner ensuite, après Renault, des expériences plutôt du coup côté learning dans des OF, comme par exemple du coup chez Estaca, Ouais. qui est du coup l'école supérieure des techniques aéronautiques de construction automobile. Je décrypte pour les néophytes, que j'étais il y a encore 2 heures. Et ensuite, tu vas passer également dans le consulting chez Crécy. Ensuite, tu repasses côté client chez FM Logistique. Et puis enfin, tu arrives en 2022 chez Plastic Omnium. À l'époque, le À groupe l'époque. porte encore ce nom, donc c'est Ouais. important de le préciser. Et tu arrives à un moment où le groupe est en plein virage stratégique. Mm. Parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, quand je préparais cet épisode, je me suis aperçu qu'effectivement, c'était un groupe qui avait pas loin de 90 ans d'existence, Mhm. qui avait été créé après-guerre, qu'avant vous faisiez du coup des activités assez éclectiques, puisque ça allait des capuchons de stylo bic, des planches à voile, enfin c'était vraiment très large.
Et au final, aujourd'hui, votre activité plastique qui était mentionnée dans votre nom, elle représente moins de 5% finalement de vos achats. Et aujourd'hui, vous avez développé plein de nouvelles activités très sexy. Ça va de l'hydrogène à l'électrification et également au logiciel. D'où le fait qu'il y a eu finalement votre grand rebranding de nom, c'est ça? Exactement, exactement. Et notre nom maintenant, c'est OP Mobility. Et c'est un nom qui a été choisi. On a gardé le logo. Parce que ce logo, c'est une marque. C'est aussi quelque chose dans l'ADN de l'entreprise qui est très fort. Et on a choisi de garder ce logo parce que on a quand même un ADN qui a fait notre succès. Et en même temps, aussi bien en hard skills, comme tu l'as dit, on fait de l'hydrogène, des batteries, du software, du lighting, que des soft skills, on en parlera peut-être. Il y a tout un tas de nouvelles couches qu'on veut ajouter autour de ce noyau. Donc on a des fondamentaux très forts. Et maintenant, on construit un immeuble au-dessus de ça, d'où ce logo OP Mobility. Et du coup, ce qui est intéressant, Ludovic, c'est que tu arrives un peu dans ce moment finalement charnier, où là, pour le coup, il y a une grosse transition qui s'amorce. Et quelle est la place qui va être accordée du coup au learning dans cette nouvelle organisation? Oui. Alors oui, c'est une transformation qui arrive peut-être une ou deux fois dans la vie d'une entreprise. En l'espace de 2 ans, on est en 2 ans et demi, on est passé de 2 à 5 divisions. On a accueilli plus de 10 000 collaborateurs. Vous avez recruté En faisant des croissances externes, en rachetant des entreprises, aussi bien dans le lighting que dans le monde de l'hydrogène ou dans le monde des batteries. On a créé tout un département software, donc on fait du code, on embauche des ingénieurs informatiques. Ouais. Et donc, plein de gens brillants avec des cultures plus ou moins différentes. Et un des leviers qui a contribué au succès de l'intégration de ces people, de ces personnes, c'est le learning. À ce moment-là, on venait tout juste de définir une nouvelle raison d'être, un nouveau purpose, Driving a New Generation of Mobility. Ça, c'était il y a 2 ans. Et de ça, on en a tiré des valeurs et surtout un leadership model. Un leadership model, 9 compétences pour dire qu'est-ce que c'est le leader, qui on est et qui on veut devenir. Et ça a été un levier très fort pour, évidemment, les personnes qui étaient déjà là, les collaborateurs qui étaient déjà là, et aussi ces 10 000 personnes qui sont arrivées d'autres entreprises avec d'autres cultures. Et cette conviction, finalement, que le learning était un facteur un peu de transformation, elle était partagée en haut lieu, c'était quelque chose d'acquis, tout le monde était autour de la table, il s'est dit, oh non, mais la formation va être essentielle. Tu avais un soutien finalement sur ce sujet. Oui, alors j'avais un soutien. La grande chance qu'on a eu, c'est d'avoir un sponsorship très fort de la part au niveau COMEX, de la part de David Mineses, notre EVP HR et Sustainability. Et il a fallu faire ses preuves. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu faire nos preuves avec le déploiement de ce leadership model. C'est pour la ça première base. En fait, tout a commencé par là. Exactement. En fait, quand je suis arrivé, mon cadeau de bienvenue, ça a été ça. Je suis arrivé il y a 2 ans, justement. Pression. Tu commences avec une cible exigeante. Oui, mais c'est vrai que c'est... Et tu l'as fait comment, en fait? Parce que tu me disais qu'il y avait 9 compétences dedans. Oui. Tu avais un cabinet de consultants un petit peu pour t'accompagner. Comment est-ce que tu as fait cette démarche? Parce que bon, tu arrives fraîchement, on te dit, vas-y, pose le leadership model. Alors, le leadership model avait été défini juste avant que j'arrive. Okay. Et donc, ça a été un travail en interne, au niveau du COMEX, au niveau des VP HR et d'un cabinet de conseil aussi qui les a aidés. Et une fois que ce leadership model a été validé, voilà, il a fallu le déployer. C'est ça. Et du coup, l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? C'est créer une organisation learning, créer une académie. Comment est-ce que tu te... Il y a eu 3 étapes, je dirais. Il y a cette première étape de leadership model. Oui. Donc, où on l'a déployé à 7500 personnes. Donc, c'était du training, c'était du learning au niveau des directeurs, une formation d'une journée pour tous les directeurs. Puis après, les 7000 ingénieurs, collaborateurs, je dirais. Et ça a bien marché, ça a super bien marché. Et je pense que ça nous a aidés à... Ça booste. Ouais, tu te dis, ok, je commence à gagner de la légitimité. Ouais. C'est ça. Et du coup, au niveau du COMEX, au niveau des sponsors, ils ont aussi vu que, je pense, ça marchait, ça a aidé, ça contribuait à cette évolution de l'entreprise. Et donc, la deuxième étape, donc la dernière, c'est celle dont je parle, mais la deuxième étape, ça a été de créer tout un tas de programmes de leadership. Donc, une vingtaine de programmes
vraiment de tous les niveaux, des fondamentaux du management à des programmes pour les hypos, des Women Leadership Programmes, euh, du coaching, du mentoring. Voilà, donc ça a été la deuxième étape, je dirais. Et pareil, qui a l'air de plutôt bien fonctionner, donc tant mieux. Et donc maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'est de créer l'université d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le Donc là, sujet c'est ton mandat. On t'a dit, OK, ça y est, tu as validé les premiers jalons. Mhm. Et là, tu construis. Alors, on en parlait tout à l'heure en préparant l'épisode. C'est vrai que c'est assez rare de te dire, OK, un jour, tu vas créer ton entreprise, son université d'entreprise. J'en perds mes mots. Comment est-ce qu'on fait pour partir un petit peu de ça? On se dit, on commence comment? Parce que là, c'est quand même un gros morceau. Mhm. Enfin, il faut un nom, une marque, une mission. Comment est-ce que tu fais? Si tu peux nous en parler. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, on est en plein dans le processus. OP Mobility, c'est une entreprise qui donne sa chance, qui fait confiance, qui donne sa chance, et en même temps, c'est important de délivrer très vite quelque chose, d'avoir ce qu'on appelle les quick wins. Et c'est un peu comme ça qu'on avance. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à faire en très peu de temps. Et donc, on jalonne. Et notre première étape, effectivement, c'est de se dire, qu'est-ce que ça va être la structure? Comment est-ce qu'on peut servir au mieux nos collaborateurs, aussi bien au groupe que dans les régions, dans les divisions qu'on appelle les BG, etc. Et voilà, ça commence comme ça. Ça commence avec beaucoup d'échanges avec les HR VP de chacune des BG, des divisions. Essayer d'embarquer tout le monde, comprendre un peu leurs besoins. Comprendre leurs besoins. Et en termes de clients, cette structure, mon obsession vraiment, c'est de servir au mieux. Enfin, on doit servir des clients avec un niveau d'excellence. Et je vois deux types de clients. Il y a évidemment les collaborateurs, donc les participants. Comment est-ce qu'on peut leur offrir la meilleure expérience en termes de learning, en termes d'engagement, en termes de qui repartent avec quelque chose d'impactant. Et aussi les HR, parce que souvent on les oublie. Et en learning, on se rend pas toujours compte, quand on n'est pas dans le métier, la charge de travail que c'est, toute la partie administration, coordination. Et voilà, et dans cette organisation, ça nous tient à cœur aussi de faciliter leur vie. Et du coup, comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que du coup, ton université va avoir une équipe dédiée? Tu disais tout à l'heure qu'elle était du coup au service des HR, je viens de noter, Oui. mais également des collaborateurs. Comment est-ce que tu peux t'organiser pour satisfaire cette mission? Alors, il y a deux curseurs qui sont assez fins à trouver, et je suis encore dans ce processus. Hein. Donc, ok, il y a un cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on n'adresse pas. Donc, on est en train de se structurer. C'est une super bonne nouvelle. Comme on n'a pas grand-chose, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a une feuille blanche. Oui, et tout à fait. Créer quelque chose d'innovant, quelque chose d'agile, quelque chose de rapide, avec tous ces métiers qui arrivent. Donc, la structure de base, c'est un centre d'expertise au niveau groupe, avec des académies par métier, voir avec les métiers, sur l'année, qu'est-ce que c'est les besoins, comment est-ce qu'on va s'organiser, etc., etc. Et puis une fois qu'on a mis en place un calendrier, assez classique, on rencontre les experts, etc., etc. Mais il y a deux curseurs qui sont très fins, très fins pour moi. En tout cas, il y en a un, c'est la partie région, parce qu'évidemment, il y a une partie centrale de design, mais ça me semble hyper important que les régions, les pays aient un degré d'autonomie pour déployer, pour adapter, pour créer. Et donc, quelle place de curseur mettre entre ce qu'on crée au niveau du groupe et ce que les régions vont créer, adapter, refaire, y compris au niveau des suppliers. C'est toujours un challenge parce que tu te dis, voilà, tu as besoin que les régions s'approprient ce que tu crées. Donc, il faut leur laisser un petit peu de marge de manœuvre. Et en même temps, il y a besoin quand même de standards groupes, j'imagine, et d'une stratégie un peu commune à tout le monde, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et là, en ce moment, c'est tous les process, c'est notre charte graphique, la pédagogie qu'on veut mettre en place, et commencer comme ça.
Et ensuite, une fois que, je dirais, le périmètre est bien cadré, bah, c'est un bel espace de liberté Bien sûr. pour les régions. Et quelles places sont tes fameuses Bee Gees, tes business Yes. units? Parce que du coup, vous êtes matriciel, vous êtes comment? Vous êtes, Oui. oui. Alors ça, c'est le Ça deuxième rajoute curseur. c'était lui. Ok. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, ouais. Ah oui, donc c'est sport. Ok. C'est le deuxième curseur et c'est pareil. On a 2 BG historiques. Bee Gees, c'est business. Business groups. Ouais, donc c'est des divisions, quoi. Ouais. On a les 2 BG historiques dont tu as parlé sur la partie tout ce qui est carrosserie, pare-choc, haillons, et puis une autre sur les réservoirs d'essence, de SCR, de gazole. Et ces 2 BG ont énormément de contenu de très haute qualité. Et toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser le contenu transversal pour servir tout le monde? Parce que les nouvelles, ça c'est les 2 divisions, mais les 3 autres, en fait, elles sont assez jeunes, elles ont énormément de besoins, elles sont en train de se structurer. Et ces sujets-là, comment est-ce qu'on les transversalise pour servir au mieux nos collaborateurs? Et en même temps, comment est-ce qu'on rajoute pas un étage de complexité pour vraiment les sujets extrêmement opérationnels qui sont spécifiques à chacune des BG? Et donc ce curseur-là, c'est effectivement ce qui est vraiment spécifique à la BG doit rester dans la BG, c'est vraiment important. Et les belles choses qu'ils ont faites et qu'ils font, c'est comment est-ce qu'on les transversalise et comment ensemble, on optimise, on mutualise. Oui, parce que j'imagine que dans toutes tes divisions, tu as finalement quand tu parles de carrosserie, de réservoir, des formations métiers ultra techniques qui sont pas forcément transposables du coup pour d'autres budgets. Comment tu fais ce travail? Tu fais un premier recensement un peu de toutes les formations existantes au sein de chaque budget et après tu vas aller voir et tu dis ok, ça peut plaire à tout le monde, vous êtes d'accord pour partager, ça c'est vraiment trop spécifique, vous les gardez? Bah, ça, c'est le plan qu'on est en train de mettre en place. Donc moi, que je commence, mais l'équipe va se constituer aussi. Ouais. Et une des premières missions de cette équipe, je crois beaucoup au collectif. Enfin, jusqu'ici, c'est ce qui a fait que ça a marché. Et j'ai pas envie de prendre ces décisions tout seul. Donc, déjà au niveau de la structure, c'est ces échanges avec les HRVP. Et maintenant, c'est constituer cette équipe au niveau groupe et échanger avec les BG et adapter, voir qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qui sert le plus, mais collectivement, ensemble. Très clair. Et justement, tu parlais de collectif. Là, comme tu as un beau mandat qui est de créer ton université, est-ce que tu t'es dit, tiens, je voudrais telle compétence dans mon université? Tu partais d'une feuille blanche ou tu as fait un casting? Comment tu t'es... Alors, ça fait partie des beaux sujets sur lesquels j'ai beaucoup appris et puis j'apprends encore beaucoup. Là, la learning zone, je la pratique beaucoup là en ce moment. Je suis parti vraiment du besoin. Donc, comment est-ce qu'on va s'organiser entre BG, région, groupe? Et à partir de ça, une organisation. Et pas plus tard qu'hier, là, c'est vraiment du live. J'étais en train de travailler sur les job desks, justement, de chacune des personnes dans cette équipe au niveau groupe, dans ces équipes au niveau région. Et à partir de là, et c'est suivre le process en disant, bah voilà, mes besoins, c'est ça. Et l'objectif, et ça, c'est aussi un objectif qui est très fort, c'est de laisser personne sur le côté. Bien sûr. Parce qu'évidemment, Faut embarquer, ouais. Voilà, faut embarquer. Il va y avoir des transferts, il va y avoir des personnes qui vont... et ça, c'est aussi très important. Malgré tout, pour l'instant, voilà, les job desks, je les fais au maximum. Pour coller aux besoins. Pour coller aux besoins, voilà. Et ensuite, on verra comment est-ce qu'on... Bien sûr. Et du coup, tu parlais tout à l'heure, on a beaucoup parlé des compétences métiers, donc avec des formations qui étaient potentiellement très techniques. Tu parlais tout à l'heure de la place des soft skills. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus? En quoi c'est important pour toi? Alors, déjà, c'est très important pour moi parce que j'étais ingénieur et maintenant, je suis quand même plutôt dans le leadership, toutes les formations leadership. Il y a un moment très spécifique dans ma vie où il y a eu ce changement. Aux alentours des 30 ans, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses encore plus complexes qu'un moteur. C'est ce qui se passe là-haut, là, dans la tête. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont un leadership naturel? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des équipes, même si elles sont pas compétentes? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont meilleures, qu'elles vont plus loin? Et toutes ces questions, je me les suis posées à moi-même. Enfin, j'ai un peu travaillé sur moi. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ça marche peut-être pour les autres. Et voyons voir.
un peu comme mon tout début de carrière, c'est des rencontres. J'ai pu tester, j'ai pu commencer à faire des formations, des coachings, et je me suis rendu compte de l'impact que ça a au niveau de la performance de l'entreprise. Et donc là, ce leadership model, ça a été un très bel exemple, une très belle opportunité de créer tout ce parcours leadership. Donc il y a vraiment tout un tas de formations. Et parmi les lignes directrices, un peu c'est pas une originalité, mais en tout cas, moi, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est le action learning. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que les personnes puissent vivre la situation. L'action learning. Action learning. Parce que ça me semble important. Évidemment, il y a la tête, il y a à comprendre la théorie, etc., etc. Et puis ensuite, il y a le cœur et les guts, les tripes. Qu'est-ce qui fait que... Et dans des formations techniques, il y a tout ce qui est mise en situation, le fameux 70-20-10. Bon, ok, donc j'apprends, je parle avec mes copains et puis surtout j'applique. Mais dans le soft skills, le feedback, la gestion des conflits, mon style de leadership, tout ça, comment est-ce que je le vis ? Parce que je peux comprendre la théorie, mais tant que je suis pas dans le... Et donc, il y a cet angle de design au niveau des formations où vraiment, à chaque fois, il y a cette partie expérimentation. Alors, il y a des expérimentations soft où ça va être des jeux de rôle, etc. Et puis, il y a des expérimentations beaucoup plus profondes, je dirais, où on va passer 3 jours avec les forces spéciales et où vraiment on va voir comment on agit sous stress, comment est-ce que je réagis, comment est-ce que collectivement on arrive à faire des choses, et surtout derrière on débrief. Et donc c'est créer cette espèce de bulle de sécurité pour expérimenter sans risque, voir ce qui se passe quand j'expérimente, et puis comprendre, tiens, en termes de soft skills, en termes de leadership. Génial. Voilà. Je retiens le concept d'action learning. Et du coup, une question que je me pose, parce que tu es dans une entreprise quand même d'ingénieurs, tu le rappelais, on peut être vraiment dans le gros cliché, si je tire le trait, ce sont des gens qui sont plutôt fans d'expertise, mais un peu moins sensibles à tout ce qui peut être compétences humaines. Tu as l'impression qu'il y a un écho, les gens s'en saisissent de ces sujets ? Oui, alors c'est vrai que c'est un milieu très cartésien, très, très, très logique. Et c'est un argument en plus pour le action learning. Les feedbacks que j'entends le plus, c'est « Ah là, ouais, d'accord, ok, je comprends. » Enfin, je l'ai vécu, donc je comprends. Il y a cette espèce de filtre. Et souvent, c'est vrai, les personnes viennent un peu à reculons en disant « Bon, encore une formation bisounours. » Enfin, on entend un peu tout. Mais une fois qu'ils voient que ça va leur servir dans leur quotidien avec leurs équipes, où ils ont souvent des cailloux dans la chaussure, en termes c'est des difficultés de communication, c'est des personnalités complexes, très différentes. Une fois qu'ils ont pratiqué, qu'ils se sont plantés, et puis qu'ils ont repratiqué, qu'ils ont vu que ça marchait, et là, et désolé, c'est un anglicisme, mais le what's in it for me, il est clair, quoi. Je le vois. Et ils repartent avec quelque chose de concret. Je pense que c'est des personnes qui ont besoin d'avoir du concret. Voilà. Et du coup, on le voit, et tu nous en parlais, tu as une belle feuille de route devant toi. Donc j'imagine que les journées doivent être bien chargées. J'arrive sur la partie peut-être un peu plus personnelle de ce podcast. Est-ce que du coup, tu as créé une routine de travail pour trouver ton équilibre ? Tu as sanctuarisé une méthode, des hacks, des life hacks ? Des life hacks. Alors j'en avais quelques-uns de life hacks, et puis je suis devenu papa. Voilà, et ça a été percuté. Et ça a été percuté. Avant, j'avais mes routines, méditation, un peu de sport, et puis là, etc. bam, Et là, bam. Des réveils dans la nuit, des biberons. C'est ça. Oui, donc tu as peut-être une phase où tu n'es peut-être pas encore de retour avec une... Alors oui et non, parce que finalement, ça a créé une sorte de routine. Dans le chaos, il y a eu... Il a émergé quelque chose. Et voilà, et il y a une routine, vraiment quelque chose de... Enfin, c'est très très rare que je ne le fasse pas. C'est le matin, c'est mon moment vraiment sacré avec mon fils. Et voilà, c'est moi qui le réveille, c'est moi qui l'habille, qui lui donne à manger, qui le change, etc., qui l'emmène à la crèche. Et ce moment, vraiment, c'est important. C'est un moment de partage. C'est aussi ce moment hors du temps, avant de retourner dans la folie de toutes ces belles missions.
Voilà, et ça, c'est voilà. C'est sacré, quoi. Ça, c'est Ça, sacré. c'est ton rituel du matin, Ça, t'es c'est dans mon ta rituel bulle. du matin. Et est-ce que du coup, au boulot, t'as un rythme, une organisation hebdo que tu t'es posé, où tu dis, ok, j'ai des journées avec rendez-vous, sans rendez-vous, ou j'ai une routine avec mes mails, ou des... Non, pas particulièrement. non, on est... Go with the flow, comme ils Go... disent. Go with the flow. Après, quelque chose que j'ai appris, c'est à ne pas être toujours dans la réaction. C'est-à-dire qu'il y a des mails qui arrivent tout le temps, etc., etc. Maintenant, ça m'arrive de fermer ma boîte mail quand je veux vraiment me concentrer sur quelque chose et en me disant, bon, si vraiment c'est urgent, on m'appelle, mais je me focalise là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut souvent être tyrannisé en fait par sa boîte mail. Ouais. Et si tu te poses pas une petite discipline de se dire non mais là par moment je suis off, Ouais. enfin, tu peux être tenté de toujours répondre tout de suite alors qu'il n'y a rien d'urgent, d'être dans la réaction à chaud ici, ce qui est pas toujours bon. Ok. Mais complètement. Et il y a un côté addictif aussi. Enfin, je me rends bien compte que cette espèce de sursollicitation, d'un côté, ça fatigue, et de l'autre, si on le fait, c'est qu'il y a un bénéfice secondaire, forcément. Bien sûr. Et donc voilà, après, les routines, là, ce que je mets un peu plus en place, c'est de rentrer plus tôt le soir et de retravailler si j'ai besoin à la maison, mais pareil, pour avoir du temps de qualité. Du temps de qualité, ouais, avec ma famille. Et ça, typiquement, enfin, il y a un bon niveau de confiance, et donc c'est quelque chose qui est possible. Donc, on voit souvent les jeunes parents qui font un 6-8 à la maison et qui derrière ouvrent l'ordi un peu plus tard pour bosser au calme, mais au moins ils ont le temps de qualité. C'est ça. Le temps de qualité en famille. Et du coup, tu as gardé un peu la moto à côté ou d'autres loisirs pour le week-end déconnecté, ou c'est pareil, ça a explosé en vol? Alors ça a pas mal explosé. Il y en a un que j'arrive quand même à garder, c'est le jardinage. Ah, bah ça c'est super. Attends. Ouais, j'ai un tout petit balcon et je trouve ça fascinant en fait. Il fait pousser quoi? Bah plein de trucs, des tomates, des courgettes. Des tomates. Ah ouais, non mais d'accord. Attends, moi je pensais à 3 feuilles de lavande ou des choses comme ça. Non, t'es vraiment sur du légume, quoi. Ouais, mais là je vois que derrière toi il y a une toute petite fenêtre avec un balcon, avec un seau. Et une solution nutritive, tu fais pousser des tomates, mais tu fais pousser des trucs énormes. Et ça, alors parmi tous mes projets que j'ai en tête, il y a celui-là, c'est de montrer que c'est facile et que c'est possible. Ah bah alors là, dis donc, de cultiver à la donc maison. t'as ton potager. Oui. Est-ce que tu manges tes légumes? Oui, bien sûr. C'est pas vrai. Bah si. Ah bah je suis autonome en légumes au moins une journée par an. Hein. Ah bah c'est déjà ça. Attends, c'est rare en Ile-de-France d'avoir ton petit potager à toi avec. Ok, donc t'es pas à l'autosuffisance. Non, mais pas encore. Et ça, du coup, c'est ta façon aussi de couper. Mais c'est vrai que c'est très relaxant. Ouais. Ah bah c'est thérapeutique, les mains dans la terre. C'est vrai que ça fait tout oublier. Ouais. Ça me fait beaucoup de bien. Et sur la partie culture, est-ce que tu as des coups de cœur à nous partager, des séries, des podcasts, des choses où tu te dis tiens, là c'est bientôt l'été qui arrive. Tu veux dire des podcasts en plus de Attends, je ne fais pas d'auto-promo. Je suis agnostique, toute influence confondue, Netflix, Apple Podcast, que tu veux. Oui. Alors j'écoute beaucoup de podcasts. Parmi mes coups de cœur en podcast, il y a le duo Vlan-Ping. Très sympa. Vlan, Grégory Pouy. Grégory Pouy. Et Ping, qui est aussi Grégory Pouy, mais sur la partie leadership, justement. Je ne savais pas. Ouais. Et c'est mon sujet de cœur. Le leadership est vraiment... après, il y a La Martingale et Génération Do It Yourself. C'est très entrepreneur. Ah, c'est Stéphanie. Stéphanie. Il cartonne, hein. Ça fait déjà des années. Et je regardais il n'y a pas longtemps, je crois que Génération Do It Yourself, je me demande s'ils sont pas au 300e épisode. C'est une machine. C'est incroyable. Et La Martingale qui est plutôt sur les parties finances perso. C'est ça. Ouais. Et après, il y a le Jardin d'Olivier en chaîne YouTube que pour les jardiniers, je vous recommande vraiment. Là, c'est vrai que je connais moins. Et puis... Donc, très podcast. Tu les écoutes quand, en général? Quand je vais au boulot. Ouais, dans les transports. Alors, je devrais pas trop le dire, mais En vélo, en voiture. Vélo, ou en voiture, ça va, mais en vélo, j'ai une oreillette un peu planquée. Plus dangereux. C'est plus dangereux. Je cautionne moi. Merci beaucoup, Ludovic, pour ces super belles références. Moi, je retiens l'importance des soft skills, effectivement, dans des mondes d'ingénieurs. Je suis assez impressionnée par la transformation que mène OP Mobility. Parce que tu te dis, c'est assez passionnant, finalement, de passer de métiers traditionnels à tout d'un coup des métiers très tech, très axés software. Donc, je pense que ça doit être une super mutation à vivre de l'intérieur. Tu étais un peu aux premières loges aux commandes de l'université.
Et je retiens le concept de action learning que je ne connaissais pas et je suis toujours à l'affût de nouveaux concepts, donc celui-ci je le ressortirai. Un grand merci Ludovic et à très bientôt, amis de la RH.